Nous sommes le vendredi 24 octobre. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Mathieu Bellumeur au microphone, content de vous retrouver encore ce matin. Oui, grosse nouvelle, si vous êtes du genre couche-tôt, un peu comme nous, dans l'équipe, vous avez peut-être loupé cette nouvelle-là, manqué cette nouvelle-là. Eh bien, je vous apprends que Donald Trump a annoncé hier qu'il annonce mettre fin aux négociations commerciales avec le Canada. Et il s'en prend à une publicité du gouvernement de l'Ontario qui dénonce l'imposition des tarifs et qui utilise une partie, un morceau, un bout d'un discours de Ronald Reagan, d'une intervention qu'il avait faite à la radio. Et ça a mis en colère le président qui a donc envoyé un message sur son réseau Truth Social pour annoncer que c'était terminé ces négociations commerciales avec le Canada. Il y aura beaucoup de réactions aujourd'hui. On va faire le tour des derniers développements dans ce dossier-là avec Jean-Philippe Robillard qui va se joindre à nous dans les prochaines minutes. Et on va revenir, comme c'est vendredi, Alexandra Chatzka sera avec nous plus tard à l'émission sur ce vol spectaculaire au musée du Louvre. Alexandra va nous donner un peu les échos de ce qui s'est dit en Europe. Oui, on a beaucoup parlé de cette histoire-là, mais elle va revenir notamment sur cette enquête qui est toujours en cours et je vous donne le punch tout de suite. Les brigands, les voleurs n'ont pas encore été attrapés par les policiers. Donc, Alexandra sera avec nous un peu plus tard. Pour tout de suite en studio, Véronique Mérin est à mes côtés. Bonjour, Véronique. Bonjour, Mathieu. En faisant le point sur Mélissa, on a suivi cette tempête qui s'est transformée en ouragan un peu toute la semaine dans les Caraïbes. Où en est-on ce matin et est-ce qu'on risque d'en parler au cours des prochaines heures ou en fin de semaine? Oui, assurément en fin de semaine parce que c'est en fin de semaine qu'elle atteindra le statut d'ouragan. Toujours une tempête pour l'instant. Mélissa fait pratiquement du surplace. Je vous parlais hier matin, par ailleurs, je vous disais quelques 400 km au sud-ouest de Port-au-Prince. 440 km ce matin, c'était 480 hier. Donc, ça bouge vraiment très lentement, 3 à 5 km à l'heure. Donc, elle va continuer comme ça, son petit mouvement, tranquillement. Prendra de la force, deviendra probablement ouragan samedi. Et comme l'eau est très chaude et qu'elle fait presque du surplace, ouragan majeur dès dimanche. Donc, catégorie 4, 5 degrés possibles. Jamaïque, Cuba dans la mire, évidemment. Haïti, République dominicaine, les secteurs plus au sud auront des quantités de pluie importantes, possiblement des glissements de terrain. Alors oui, assurément qu'on entendra ce nom-là, Mélissa, à surveiller au cours de la fin de semaine. On va faire le tour des prévisions de la météo dans les prochaines minutes. Le temps de me tourner vers Olivier Pellerin. Bonjour, Olivier. Bonjour. Commençons en parlant de hockey. À savoir, le voilà près de la ligne bleue maintenant. La passe vers Nurse, devant le filet. La foule en délire, c'est à Edmonton, donc on comprend que le Canadien a perdu. Oui, effectivement. Bonne déduction. Défaite de 6-5 du Canadien de Montréal hier dans un match assez particulier où on a vraiment eu des tendances lourdes en première période qui ont complètement changé de côté en deuxième période. Et puis, on s'est partagé, en fait, l'avance durant cette rencontre. Le Canadien qui, en fin de deuxième période, tirait de l'arrière 3-1 et on a marqué 3 buts en moins de 2 minutes. Donc, Josh Anderson et 2 fois Cole Caulfield pour prendre les devants à 4-3, même qu'on a porté la marque à 5-3 en début de troisième période. Puis l'indiscipline ensuite a coulé le Canadien de Montréal avec 2 buts accordés en avantage numérique. Et c'est Vassili Podkolzin, avec un peu plus d'1 minute à faire, qui a marqué le but de la victoire, le 6e but des Oilers d'Edmonton pour cette victoire de 6-5. Une victoire décevante pour Martin Saint-Louis qui a aimé les 60 minutes de ses joueurs. On a parlé d'ailleurs de ses passages à vide en cours de rencontre. Pour Martin Saint-Louis hier, c'était pas du tout le cas. D'ailleurs, les arbitres, selon lui, ont joué un rôle dans la victoire des Oilers. C'est sûr, comme équipe, il faut qu'on contrôle nos émotions, ça c'est sûr, là, mais c'est sûr, les Oilers, ils ont gagné sur le tableau à soir, ils nous ont pas battus. J'espère juste que, c'est comme nous autres, on fait les entraîneurs, puis on regarde des vidéos pour essayer de s'améliorer. J'espère que la Ligue va faire le même processus. Oh, petit message à la Ligue pour revoir peut-être l'arbitrage de ce match-là en vidéo. C'est rare qu'on y va de manière aussi claire. Et d'ailleurs, les joueurs dans le vestiaire avaient aussi ce sentiment de s'être fait voler la rencontre. Je crois que c'est Cole Caulfield qui a dit les Oilers d'Edmonton n'avaient pas besoin des arbitres hier pour les aider à gagner. C'est une équipe suffisamment forte pour pouvoir remporter des matchs par eux-mêmes. Donc, une défaite difficile aussi pour Samuel Montembeault qui était de retour devant le filet hier et 6 buts accordés. Donc, prochain match, c'est demain contre les Canucks de Vancouver dans cette tournée 4 matchs dans l'Ouest. Parlons de tennis.
tennis, Victoria Mboko est à Tokyo. Fin de parcours pour elle. Oui, elle a subi la défaite contre Elena Rybakina en 2 manches de 6-3 et 7-6. Rybakina, c'est elle qui avait éliminé au tour précédent Leila Annie Fernandez. Par contre, il y a toujours Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, eux, qui poursuivent leur route en quart de finale au tournoi de Bâle en Suisse. Donc, quand même de bonnes nouvelles pour le tennis canadien qui pourra s'en remettre justement à ces 2 joueurs pour espérer peut-être une participation de demi-finale et qui sait peut-être une finale. Donc, ce sera à surveiller au cours du week-end. Et place à la Série mondiale à Toronto, les Blue Jays face aux Dodgers. Ça débute aujourd'hui. Enfin, diront certains. Oui. On a beaucoup parlé donc de cette victoire contre les Mariners. On a ressassé le passé, rappelé d'ailleurs ces 2 victoires des Blue Jays de Toronto en 1992 et 93. D'ailleurs, plusieurs des joueurs de ces 2 éditions ont été interviewés tout au cours de la semaine. On a beaucoup parlé aussi des forces en présence avec ces Dodgers de Los Angeles qui se présentent à Toronto pour les 2 premiers matchs, donc ce soir et demain. On a parlé de la puissance des champions en titre des Ligues majeures de baseball avec tous ces lanceurs et un certain Shohei Ohtani qui pourrait faire souffrir les Blue Jays à lui seul lors d'une rencontre. On attendait toujours l'identité du lanceur qui sera partant pour le premier match. C'est tombé hier. Les Blue Jays ont jeté leur dévolu sur Trey Savage, ce jeune lanceur de 22 ans qui donc prendra le départ à Toronto. Certains disent qu'on voulait lui offrir l'environnement de Toronto pour connaître du succès. C'est un jeune lanceur avec peu d'expérience dans les Ligues majeures de baseball. Donc, pourquoi pas le faire lancer à la maison et d'ouvrir ça contre les Dodgers. Il affrontera donc son homologue ou son opposant au monticule comme partant. Ce sera Blake Snell ce soir. On se frotte les mains, on en profite. Puis on se laisse porter. Oui, on va apprécier par la Série mondiale. Cette belle Série mondiale. C'était la journée média hier, oui. Donc les joueurs étaient rencontrés par la presse et je lisais dans un article que la délégation japonaise, évidemment au Japon, le baseball est très populaire. Il y a évidemment Shohei Ohtani qui est japonais, super vedette. La délégation média pour la Série mondiale, 109 membres de la presse qui sont accrédités pour la Série mondiale. Et souvenez-vous que l'année dernière, donc, les Dodgers avaient participé à la Série mondiale et c'était les matchs les plus regardés des Ligues majeures de baseball au Japon, avec la présence de Shohei Ohtani, entre autres, dans cette formation. Il y a un certain Yoshinobu Yamamoto, lanceur qui peut lancer 9 manches. Imaginez, qui est de ces derniers partants là, qui sont capables de durer un match complet. Ils en ont quelques bons représentants, effectivement, les Japonais. J'ai l'impression qu'eux aussi, ils ne rateront pas un match. Non, c'est ça. Merci beaucoup, Olivier. Bonne fin de semaine et bon match ce soir. Véronique, alors, frais et ensoleillé. Oui, le soleil qui refait surface. On l'a vu un petit peu hier sous forme d'éclaircies. Alors, on ira avec ça aujourd'hui. Un ciel assez variable. L'Estrie, ça reste plutôt nuageux. L'Outaouais aussi. C'est pas impossible qu'il y ait un 30 % de possibilité d'averse là, quelque part tôt ce matin ou en après-midi. Des températures qui chuteront sous la barre du 10. Alors, 6, 9 degrés. On parlait de 7 à 10 hier. Ça peut être ça aussi, là, mais dans ces eaux-là, des premiers maximums sous les 10 degrés. Donc, un week-end qui ne ressemblera pas du tout au week-end dernier. On avait eu 22 degrés dimanche passé. Alors, on ira avec un 6 à 10 là, en fin de semaine. Ciel assez variable ou nuageux avec éclaircies pour l'Estrie, les Laurentides, secteur de l'Outaouais. Alors, c'est pas complètement bleu, mais c'est pas laid non plus. C'est une fin de semaine d'automne. Il n'y a pas trop de vent. Les nuits sont quand même fraîches. On retournera tout près du point de congélation. La normale, le jour, 10, 2 la nuit. Alors, on s'approchera de ça ou quelques degrés en dessous par endroit au cours de la fin de semaine et début de semaine prochaine, assez ensoleillé aussi. D'ici là, il y a encore des nuages qui résistent vers l'Abitibi. Flocons mouillés fondants possibles tôt ce matin avec un maximum de 4 degrés seulement. Assez nuageux encore aujourd'hui aussi pour le Saguenay, le Lac-Saint-Jean. Le maximum, c'est 7 seulement. 7 à 11 degrés pour tout l'est du Québec. Un ciel variable dans l'ensemble pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord. Ça le restera au cours de la fin de semaine également. Même genre de mercure. Variable également sur tout le nord de l'Ontario. Un petit peu plus de nuages vers Sudbury. Toronto, Windsor, Ottawa, les nuages collent un peu aujourd'hui. Il y aura des éclaircies dans ça. Le week-end sera bien ensoleillé et frais sur le sud de l'Ontario. Vancouver, c'est la pluie qui se poursuit. On parle de vent fort également, donc de bonne quantité d'eau, des rafales de vent jusqu'à 60-80 km à l'heure aujourd'hui. Dans les prairies, c'est le beau temps, variable ou ensoleillé. Les températures sont même assez élevées, 17-19 degrés. Edmonton, Calgary, Regina, 11 à Winnipeg. Et la fin de semaine restera très agréable dans l'Ouest canadien. Beaucoup de soleil et même un peu de douceur au rendez-vous. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne fin de semaine. À la
une des différents quotidiens, en commençant par Le Devoir, qui titre « La FAE conteste la loi 21 à tout prix ». À la fin de l'année financière 2025-2026, la centrale syndicale là, qui représente des enseignants et des enseignantes pourrait avoir dépensé 2 400 000 $ dans cette contestation de la loi sur la laïcité devant les tribunaux. C'est Le Devoir qui a eu accès à ces informations financières-là. C'est une situation, un relevé de situation financière présenté ces jours-ci à certains membres de la centrale syndicale qui a pu consulter Le Devoir. Le Devoir qui est également à sa une continue ses rencontres éditoriales avec les candidats à la mairie de Montréal. Le changement selon Luc Rabouin qui ne renie pas évidemment l'héritage de Valérie Plante, mais on sent qu'il veut se présenter comme un candidat, se définir comme un candidat à la mairie différent de sa prédécesseur, lui qui se présente pour Projet Montréal, qui est le parti au pouvoir sortant à Montréal dans cette course à la mairie. En une du Journal de Montréal, on peut lire « Faux permis indien pour conduire des poids lourds ». Trafic de permis de conduire indien. C'est un Montréalais qui est accusé d'avoir falsifié des papiers pour noyer les routes de chauffeurs de poids lourds illégaux. Un instructeur de conduite qui aurait réussi à développer un réseau de falsification de permis de conduire pour permettre à des chauffeurs indiens avec trop peu d'expérience de se retrouver plus vite au volant de poids lourds et risquer de tuer des innocents sur la route. Article de Michael Nguyen, c'est à lire en une du Journal de Montréal. Dans le Globe and Mail de ce matin, on revient sur cette guerre tarifaire. Le gouvernement retire les allègements tarifaires après les coupes annoncées de General Motors et de Stellantis. Selon une source gouvernementale citée par Le Devoir, le nombre de véhicules assemblés aux États-Unis que Stellantis peut vendre au Canada sans tarif douanier sera réduit de 50 % et d'environ 24 % pour ce qui est de General Motors. Cette mesure limite donc une exemption clé qui permettait aux constructeurs d'éviter de payer des tarifs de représailles de 25 % sur toutes les importations de véhicules des États-Unis vers le Canada. Donc, à lire dans le journal The Globe and Mail de ce matin, on sait que GM et Stellantis ont annoncé la fin ou l'arrêt de production de modèles au Canada. Et voilà donc pour ce qui est du Globe and Mail de ce matin, qui fait aussi sa une, bien sûr, avec cette série mondiale au baseball qui commence aujourd'hui. Et enfin, dans la presse, coup de théâtre, Donald Trump a annoncé en fin de soirée hier qu'il rompait les négociations avec le Canada. Jean-Philippe Robillard va y revenir aussi dans les prochaines minutes. Et la presse qui revient aussi sur ces négociations qui sont dans l'impasse entre Québec et les médecins, les omnipraticiens et les médecins de famille. Et tout indique effectivement qu'il y aura aujourd'hui une loi spéciale. L'Assemblée nationale a été convoquée et dans cette loi spéciale, il y aurait également une mesure pour freiner ou empêcher l'exode des médecins, empêcher que des médecins aient travaillé soit vers le privé ou encore vers d'autres provinces comme l'Ontario. Il risque d'y avoir pas mal de développement sur ce front aussi aujourd'hui. Jean-Philippe Robillard se joint à nous à cette heure-ci. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Oui, grosse nouvelle en soirée hier. On a appris que les négociations commerciales avec les États-Unis, entre le Canada et les États-Unis, étaient rompues. Annonce donc de Donald Trump qui met fin à ses pourparlers avec Ottawa, le président américain qui est en colère en raison d'une campagne publicitaire justement qui fait état de ces hausses de tarifs aux douanes. Oui, c'est une campagne publicitaire qu'a lancé le gouvernement de l'Ontario de Doug Ford aux États-Unis pour dénoncer les mesures tarifaires qu'impose Donald Trump au Canada, aux entreprises canadiennes, entre autres. C'est une publicité qui a été diffusée sur plusieurs chaînes de télévision américaines qui utilisent des extraits audio et vidéo, Mathieu, de l'ancien président républicain Reagan. Alors, on entend Ronald Reagan qui s'exprime sur les droits de douane, qui met en garde également les Américains contre le protectionnisme. Et ça, ce sont des extraits qui datent de 1987. Donc, juste un an avant qu'il signe avec Brian Mulroney, avec le Canada, l'accord de libre-échange qui a été signé en 1988. Alors, je vous propose un extrait de cette publicité. Évidemment, vous allez entendre, là, il y a un collègue qui a traduit la voix de Ronald Reagan. Là. Quand quelqu'un vous dit « imposons des droits de douane sur les importations de l'étranger », ça semble la bonne chose, patriotique à faire pour protéger les produits et les emplois américains. Parfois, ça fonctionne pour une courte période.
mais seulement pour une courte période. Oui, c'est intéressant quand même. Là. Oui, effectivement. Et c'est sur son réseau Truth Social que le président, un peu fidèle à son habitude, a annoncé la fin de ses négociations entre les États-Unis et le Canada. Oui, et le président Donald Trump a écrit, et je le cite, « Compte tenu de leur comportement scandaleux, toutes les négociations commerciales avec le Canada sont par la présente rompues. » Le président américain qui a également indiqué dans sa déclaration sur son réseau social que la Fondation Ronald Reagan a déclaré que le Canada utilise de manière frauduleuse une publicité qui, selon le président américain, est fausse, dans laquelle Ronald Reagan s'exprime négativement sur les tarifs douaniers. Donald Trump qui accuse également les autorités canadiennes d'avoir agi ainsi uniquement, selon lui, pour influencer la décision de la Cour suprême des États-Unis et d'autres tribunaux sur ces tarifs douaniers là, qu'il a mis en place. Oui, c'est ça. La publicité est diffusée sur plusieurs grands réseaux de télé aux États-Unis et Donald Trump l'aurait vu en regardant un match de baseball sur Fox News. Oui, d'ailleurs, c'est une campagne publicitaire là, de 75 millions de dollars là, du gouvernement de l'Ontario. C'est beaucoup d'argent. Comment a réagi? Est-ce qu'on a des réactions d'Ottawa ou de l'Ontario face à la suite de cette déclaration? Oui, il y a le gouvernement de Doug Ford, le cabinet du premier ministre ontarien, qui a réagi en disant, je vais citer, que le président Ronald Reagan savait et disait ouvertement aux Américains que les droits de douane nuisaient à l'économie, aux travailleurs et aux familles des États-Unis. Il était, nous dit le cabinet de Doug Ford, un fervent partisan, Ronald Reagan, du libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Selon le cabinet de Doug Ford, la publicité utilise un extrait non édité d'un discours public du président Reagan qui est disponible dans le domaine public. Donc, on n'aurait pas retouché, là, selon Doug Ford, ce discours. Et à Ottawa, le gouvernement de Mark Carney, Mathieu, n'a pas encore réagi, mais il y a une source haut placée au sein du gouvernement qui a indiqué à nos collègues à Ottawa que le gouvernement fédéral a été informé de la décision du président Trump un peu avant la publication de son message sur son réseau social Truth Social. Et vous le disiez, donc, ça utilise un extrait donc, d'une déclaration de Ronald Reagan et la Fondation Ronald Reagan envisage de poursuivre l'Ontario? Oui, effectivement. La Fondation affirme que la publicité déforme les propos de Ronald Reagan. Alors, il faudra voir ce qu'elle va décider à ce sujet-là. Est-ce qu'il pourrait y avoir des poursuites? Oui, en tout cas, il y aura beaucoup de réactions aujourd'hui. On va vous tenir au courant. Il n'y a aucun doute. Oui, merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, bonne journée. Alors, on va maintenant revenir sur ce vol spectaculaire au musée du Louvre à Paris dimanche. La nouvelle a provoqué une onde de choc à travers le monde. En France, on ne cesse pas d'en parler sur les chaînes de nouvelles, d'analyser, de suranalyser, de chercher qui sont les responsables, les causes. Alexandra Chatzka est à Paris. Elle revient sur cet événement-là. Bonjour, Alexandra. Bonjour, Mathieu. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles de l'enquête, les nouvelles les plus fraîches? Quelles sont-elles? Ouais, ça avance pas très vite, je dirais. Du côté de la procureure du parquet de Paris qui supervise tout ça, on avance apparemment, entre autres, grâce à des caméras de surveillance qui ont permis de suivre les déplacements des deux scooters. Vous vous souvenez, les voleurs se sont enfuis en scooter. Alors, il y aurait eu des caméras de surveillance à Paris et autour qui auraient enregistré les déplacements de ces scooters. Ça reste à voir. Il y a 150 prélèvements d'ADN qui auraient été faits. On est en train de les analyser, mais ça prend du temps. Alors, si les voleurs sont fichés, évidemment, ça va aider. S'ils ne sont pas fichés, ça ne changera pas grand-chose. C'est une véritable course contre la montre pour pas que les 8 bijoux qui ont été volés, qui, je le rappelle, appartenaient à la reine Eugénie et à l'impératrice Marie-Louise de Habsbourg, l'épouse de Napoléon, 88 millions d'euros, un équivalent de 130-140 millions de dollars canadiens, pour pas que ces bijoux ne soient fondus, l'or fondu, les pierres précieuses desserties et retaillées pour la vente. À ce stade, on sait aussi que le monte-charge dont ils se sont servis, les voleurs, pour arriver à la fenêtre de la galerie Apollon. Le monte-charge a été volé. D'ailleurs, le fabricant de ce monte-charge, l'Allemand Bocker, n'a pas tardé à profiter de l'événement pour faire sa publicité sur les réseaux sociaux. Alors, il disait ni plus ni moins la chose suivante. Le Bocker Aguilo, c'est le nom de ce monte-charge, peut se déplacer à 42 km par minute et transporter jusqu'à 400 kilos de trésors.
Alors, il va vite compenser le vol de sa machine. Oui, c'est ça, effectivement. Bon, il y a une enquête administrative aussi pour comprendre ce qui s'est passé, puis on apprend quand même pas mal de choses sur le fonctionnement interne de la sécurité au Louvre. Oui, de quoi donner des idées aux prochains voleurs, d'ailleurs. Alors, oui, c'est une honte nationale, donc on cherche les failles, les coupables, les responsables. La directrice du musée du Louvre, Laurence Descartes, c'est la première femme, je le rappelle, à la tête de cette institution qui est arrivée là en 2021. Alors, elle est passée mercredi devant la commission de la culture du Sénat. Elle se défend évidemment, elle reconnaît l'échec, mais n'a pas l'intention de prendre tout le blâme, pas seule en tout cas, même si elle a offert sa démission qui a été rejetée par la ministre de la Culture. Alors, elle dit qu'elle a signalé dès son arrivée le sous-financement et les failles dans la sécurité. Donc, elle se dédouane un peu de cette manière-là. La ministre de la Culture, Rachida Dati, qui est un personnage très haut en couleur ici et assez controversé, est passée aussi devant l'Assemblée nationale pour s'expliquer. Concrètement, on sait aujourd'hui que les caméras et les alarmes à l'intérieur de la galerie Apollon ont fonctionné, mais le temps a été trop court pour intervenir. 7 minutes, vous vous rappelez. Et c'était court parce que la caméra extérieure n'était pas braquée sur le balcon. Donc, le balcon par lequel sont arrivés le voleur n'était pas visible pour les caméras extérieures qui sont d'ailleurs trop peu nombreuses et qui ne fonctionnent pas très bien. Et ça, c'est un gros problème du Louvre. C'est une immense bâtisse. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais ça prend pas mal de caméras pour surveiller toutes les fenêtres. Alors, finalement, les gardiens, de toute façon, ne pouvaient rien faire parce qu'ils ne sont pas armés. Alors, on discute maintenant de la pertinence d'avoir carrément un poste de police à l'intérieur, comme au Grand Palais, par exemple, un autre musée parisien. Oui, et c'est aussi le sous-financement de la culture et le surtourisme. On sait que c'est le musée le plus visité au monde, dans des lieux comme le Louvre, qui sont aussi montrés du doigt. Oui, tout à fait. Alors, le Louvre, aujourd'hui, c'est 9 millions de visiteurs par année, 80% d'étrangers, 30 000 par jour. Et c'est apparemment 2 fois trop pour les capacités, surtout en personnel. Alors, les employés sont sortis en grève spontanée en juin dernier pour protester justement contre le manque de moyens, la surpopulation et la diminution des effectifs. Et même la Cour des comptes, l'espèce de vérificateur général en France, s'est inquiété il y a quelques mois du trop petit budget du musée qui est de 323 millions par année et du musée qui garde des trésors nationaux et qui rapporte beaucoup d'argent d'ailleurs, beaucoup de recettes. Alors, problèmes de sécurité qui ont été aussi déjà soulignés par la Cour des comptes. Alors maintenant, c'est devenu une question de fierté nationale. Emmanuel Macron a demandé au Conseil des ministres une accélération de la sécurisation du musée et a promis que les bijoux seront retrouvés. Alors, on ne sait pas si c'est une promesse électorale, mais en tout cas, c'est une promesse. Oui, on va suivre l'enquête. Espérons que ça se règle assez rapidement, cette affaire-là. Alexandra Chatzka, merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Voilà pour cette édition d'À la Une. Bonne journée, bonne fin de semaine.